Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre d'État, ministre du Plan, a tenu hier une réunion de restitution sur le financement du programme Kandaji avec les bailleurs de fonds du dit programme. Et le ressort de cette rencontre que le financement est acquis et que la réalisation du programme Kandaji va bientôt démarrer. D'autres précisions dans ce reportage de Moussa Yahya. Il s'agissait en fait d'une réunion de restitution entre le ministre d'État chargé du plan et les bailleurs de fonds du programme Kandaji. À cette occasion, le ministre d'État Amadou Boubacar Sissé a tenu à rassurer les Nigériens, malgré tous les problèmes ayant conduit à la résiliation du contrat avec l'entreprise russe, le programme a été relancé pour de bon. À la date d'aujourd'hui, le financement est quasiment bouclé et la réalisation de ce programme qui tient à cœur aux autorités de la 7e République va bientôt commencer. Une mission multi-bailleurs de fonds séjourne dans notre pays depuis plus d'une semaine et cette mission est relative au programme de Kandaji. Cette mission vise principalement à mettre en œuvre de façon plus précise, de manière opérationnelle sur le terrain, les décisions qui avaient été prises en décembre 2013 lors de la table ronde, de la dernière table ronde qui s'est tenue à Vienne dans le cadre donc du bouclage du financement de ce grand programme. Vous saviez que le projet de Kandaji est un projet multiforme et multisecteur. Ce programme, vous savez qu'il comporte plusieurs volets. Il y a d'abord la construction du barrage physique, qui est l'ouvrage de génie civil, qui est la première phase. Et vous avez une phase qui concerne la construction de la centrale électrique, une autre deuxième phase qui s'occupe de la construction d'une ligne de transport électrique entre Kandaji et Niamey, un programme d'irrigation, un volet qui concerne toutes les questions environnementales et enfin un dernier volet qui concerne la réinstallation des populations qui sont à déplacer. Évidemment, nous avons aussi récemment rajouté la construction de la partie de la route Tilaberi-Ayerou qui sera inondée par ce barrage, tronçon de route qui n'était pas dans les programmes initiaux et qui vient donc d'être intégré et complètement financé. Alors aujourd'hui, l'ensemble des partenaires se sont donné rendez-vous à Niamey pour essayer donc de mettre au point tout ce puzzle qui permet, au-delà de la répartition des financements par partenaires, d'identifier aussi les types d'activités auxquels ces financements seront affectés et de créer aussi les conditions pour une meilleure coordination des partenaires, de définir cette coordination d'abord entre partenaires, la coordination entre les partenaires et le gouvernement et enfin la coordination entre les structures du gouvernement. 11 principaux bailleurs de fonds du programme Kandaji étaient présents à cette réunion de restitution et tous s'engagent à tout mettre en œuvre pour accompagner le Niger dans la réalisation de ce programme structurant. Je voudrais encore une fois confirmer au gouvernement du Niger toute l'assistance et toute la sérénité par laquelle la Banque africaine tient à la réussite de ce projet. Et nous restons aux côtés donc, du gouvernement jusqu'à l'achèvement des différentes phases de mise en œuvre de ce projet. La Banque mondiale, pour sa part, propose de mettre environ 55 millions de dollars supplémentaires et en supplément à son crédit existant de 200 millions de dollars pour justement aider à cette relance. Pour la Banque mondiale, nous restons bien sûr absolument engagés. Ceci est un projet fondamental et nous restons bien sûr là jusqu'à la fin. Nous avons eu des discussions vraiment très fructueuses avec les instances nigériennes et nos partenaires cette semaine pour confirmer notre feuille de route. Je crois que notre objectif à tous est d'aller vite, mais d'aller bien.
Et nous sommes vraiment heureux que le gouvernement est en train de prendre des dispositions dans ces sens afin de relancer les travaux prochainement, mais avec un maximum d'efficacité et de sûreté. Je crois que grâce aux résultats auxquels on est parvenu, le projet sera sur les rails et nous sommes très contents. Ce projet est un projet d'une extrême importance pour le développement socio-économique du Niger et surtout pour sa souveraineté alimentaire. Là, je voudrais vous rassurer de l'appui de la banque dans ce cadre, dans la réussite de ce projet. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, à la table ronde de décembre 2013, elle a accepté donc d'augmenter son financement pour combler donc le gap de financement qu'il y avait. Elle salue donc tous les efforts qui sont actuellement menés par la partie nigérienne pour relancer donc les travaux du barrage. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de l'esprit qui a prévalu lors de cette mission et cela dénote donc la confiance que l'ensemble des bailleurs ont pour relancer ce programme qui est un enjeu majeur pour le Niger. Au nom de l'Agence française de développement, donc je réaffirme l'engagement de l'AFD et de la France aux côtés du gouvernement de la République du Niger dans ce grand programme, en particulier à travers 3 volets, un appui au développement local, un appui au développement des périmètres irrigués et puis au financement de la centrale électrique. Cette mission était effectivement très importante après la table ronde de Vienne qui s'était surtout intéressée à la question des financements. Et cette mission a permis de définir les modalités de reprise du projet et la répartition des financements. Je voudrais juste réaffirmer l'engagement et la disponibilité de la BOAD. Comme vous le savez, le Niger est pays membre de la BOAD, donc on ne peut que réitérer notre disponibilité à accompagner les efforts de développement du Niger. Et je crois qu'au cours de cette mission, toutes les questions ont été posées sur la table pour un redémarrage vraiment dans les meilleurs délais et dans des conditions les meilleures de cet important programme pour le Niger. Donc, Monsieur le ministre, soyez rassuré que la BOAD sera toujours aux côtés du Niger pour aider à la reprise aux côtés des autres partenaires techniques et financiers à la réussite de ce programme qui, au-delà du Niger, va sans doute intéresser d'autres pays de la sous-région. Merci. À l'issue de cette réunion de restitution, le ministre d'État chargé du plan a aussi répondu aux préoccupations des représentants de la presse nationale et internationale. Le premier volet de ces questions est relatif à l'affaire des 400 milliards, objet d'un récent point de presse de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Retrouvons Moussa Yahya. Sur l'affaire des 400 milliards de l'ancien président Tanja Mamadou, à l'aise pour avoir joué un rôle de premier plan à la BID à l'époque où s'était tenue la réunion de mobilisation de fonds pour Kandaji et prenant à témoin les représentants des bailleurs de fonds, tous rompus à la tâche sur ces questions, parmi lesquelles celui de la BID était présent, Amadou Boubacar Sissé a balayé d'un revers de la main les dernières explications de l'ancien chef de l'État. Il s'agit véritablement de propos regrettables, parce qu'ils sont, d'abord, je crois que l'auteur lui-même a reconnu que sa parole a certainement dépassé sa pensée, mais ce qui nous peine dans cette affaire, c'est le tort inutile que nous faisons à un partenaire de poids qui a toujours été à nos côtés depuis de très très nombreuses années, un partenaire très engagé dans le développement du Niger. Et il serait totalement dommageable que pour des propos tenus avec certainement une certaine insuffisance au niveau des informations, nous amène à tenir des propos qui, à l'endroit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et nous voulons d'abord, et je veux m'en excuser auprès du président de la Banque islamique de développement, en tant que
gouverneur de la Banque islamique de développement pour le Niger, et en tant que d'ailleurs ancien vice-président de cette institution, puisque ces propos qui sont tenus ne reflètent en rien la réalité. Je voudrais m'en excuser d'abord auprès de la Banque islamique de développement. Tout le monde sait que la Banque islamique de développement est une institution de développement. Ce n'est pas une banque de dépôt. Cette banque ne reçoit pas des ressources de ses États membres en termes de dépôt. Certes, c'est une banque qui est constituée avec la contribution de l'ensemble de ses pays membres. Et à ce titre-là, chaque pays membre est actionnaire de l'institution au prorata de sa capacité de financement. Mais cette banque ne reçoit pas de dépôt de ses États membres, d'une part. D'autre part, s'il est fait référence au montage financier de Kandaji, que nous venons une fois de plus de finaliser ici, évidemment, c'est exact qu'une table ronde a été initiée sous l'égide de la BID en 2008, qui a permis donc de véritablement catalyser les efforts d'un certain nombre de bailleurs de fonds pionniers autour de la BID qui ont permis de rendre, de faire les premiers travaux qui pouvaient donc rendre ce projet irréversible. Et c'est ainsi donc en 2008, effectivement, sous l'égide de la BID, 120 milliards de francs CFA, 120 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction du corps du barrage. Et c'est malheureusement ces travaux qui n'ont pas été achevés pour les raisons que nous venons de vous dire tout à l'heure, puisque l'entreprise qui a été à l'époque retenue par ce gouvernement, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de la tâche et nous avons été obligés l'année dernière de résilier ces travaux. Et donc à ce moment-là, les 120 milliards de ressources mobilisées l'ont été avec 8 partenaires, précisément 9 partenaires, excusez-moi. La BID est intervenue pour 25 milliards, la Banque africaine de développement y était pour de l'ordre de 32 milliards, la Banque arabe pour le développement économique, la BADEA, était intervenue pour 5 milliards, le Fonds saoudien pour 10 milliards, le Fonds koweïtien pour 10 milliards, le Fonds d'Abu Dhabi pour 5 milliards, le Fonds de l'OPEP pour 7 milliards et demi, la BOAD pour 23 milliards et la BIDC pour à peu près 3 milliards 7. Voilà en tout cas comment le montage a été fait. Donc la BID est intervenue pour 25 milliards, mais elle a été l'instrument qui a permis de renforcer et de coordonner l'intervention des partenaires arabes pour permettre de faire ce projet. Alors donc vous voyez bien que d'abord le chiffre de 121 milliards est très éloigné des 300 milliards qui sont annoncés, et encore moins, il y a 300 milliards déposés dans un compte. D'abord, ni à la BID, ni ailleurs d'ailleurs, puisque, vous savez, normalement, un gouvernement normalement constitué, en tout cas, les responsables devraient savoir que des projets se font avec un certain nombre de procédures. Et ces procédures supposent que d'abord, il y ait des accords de crédit qui soient signés, approuvés, ratifiés, et que des travaux démarrent. Et c'est au prorata de l'exécution de ces travaux que les décaissements par les différents partenaires suivent. Donc la question, c'est une question qui est réglée de longue date. Il n'y a pas, à ma connaissance, donc, de dépôt. Et toute autre considération vraiment relève de la spéculation ou tout simplement de l'ignorance des faits. Donc je voudrais simplement considérer que c'est un fait malheureux, mais surtout je souhaite que nos partenaires ne nous en tiennent pas rigueur. C'est cela que je dois retenir de l'opération. Merci.
L'autre question récurrente est relative au prêt Exim Bank, au cœur d'une polémique lancée à dessein par certains responsables politiques. Retrouvons le résumé du Moussa Yahya. Et c'est toujours devant les mêmes témoins, c'est-à-dire les fins connaisseurs du processus de la dette internationale et du décaissement de fonds, que le ministre d'État s'est penché à nouveau sur le prêt Exim Bank. Il réitère qu'il s'agit bel et bien d'1 milliard de dollars et regrette que certains Nigériens s'accrochent à la polémique inutile et stérile engagée sur cette question depuis la dernière session de l'Assemblée nationale. Ma profonde déception de voir des hommes d'État, en tout cas des hommes politiques d'une certaine envergure, qui persistent dans des comportements qui ne sont pas dignes de ce que nous considérons comme étant la responsabilité que des dirigeants de ce niveau devraient observer, cette respectabilité que les dirigeants de ce niveau devraient observer. Je crois que j'ai déjà indiqué dans une précédente conférence de cadre, à un moment où je pensais encore qu'il s'agissait tout simplement d'un défaut d'information, mais je persiste, je maintiens, je pense qu'il s'agit là malheureusement d'une mauvaise foi déterminée et délibérée. Le prêt d'Exim Bank dont il est question, et j'ai vu donc avec la dernière interview de Jeune Afrique, à cette occasion, un amalgame total est fait sur des choses qui me paraissent particulièrement surprenantes venant d'un responsable d'aussi haut niveau. On a indiqué ici, de façon très claire et nette, que nous n'avons pas emprunté 2 milliards de dollars avec Exim Bank sur un prêt de son guichet commercial, mais 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. Ceci, nous l'avons étayé, nous avons discuté de cela, nous avons donné des éléments d'information à l'Assemblée nationale, et en dépit de tout cela, le président de l'Assemblée persiste à essayer d'entacher l'honneur de ceux qui ont été à l'origine donc des négociations de ce prêt. Nous allons, comme nous l'avons eu à le dire déjà à plusieurs reprises, comme tous les prêts, Exim Bank ne fait pas exception, ces prêts sont soumis à ratification, à autorisation de ratification par le Parlement. Actuellement, le gouvernement a déjà examiné ce prêt en conseil de cabinet, on va le faire en conseil des ministres et le transmettre dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale. Et cette occasion sera donnée pour confirmer une fois de plus ce qui est une réalité évidente que nous avons parlé d'un prêt de 500 milliards de francs CFA. Il revient dans cette interview de Jeune Afrique pour indiquer que ce prêt a été déjà l'objet d'un certain nombre de décaissements, notamment pour faire l'eau de Zender. J'exprime encore une fois ma surprise vraiment de travestir la vérité à un point qui n'est pas tolérable dans notre société. J'ai indiqué à plusieurs reprises que la coopération chinoise, la coopération du Niger avec la République de Chine, se fait sur plusieurs volets. Il y a le volet de subvention qui est accordé annuellement par la République populaire de Chine à l'État nigérien. Ce sont des dons. Ce don a permis, à un moment donné où nous n'étions pas là, de faire le deuxième pont de Niamey, sous la présidence du président Tangian. Nous avons actuellement indiqué sur la contribution 2011-2012
que les montants de ce don devaient nous permettre de faire l'hôpital de 500 lits qui est en cours de construction. Et nous espérons très prochainement que les subventions à venir de 2014 nous permettraient de faire le 3e pont de Niamey. À côté de ce guichet de dons, subventions, il y a le guichet concessionnel. Ce guichet concessionnel, c'est là-dessus que nous avons pu financer, donc négocier, obtenir le financement de l'eau, de l'alimentation en eau de Zender, dossier dont le président de l'Assemblée fait référence dans son interview, alors même que ce dossier a été ratifié en bonne et due forme par l'Assemblée. Et qu'à cette occasion, j'ai passé 2 heures à l'Assemblée en train de donner tous les détails des discussions et jusqu'à l'utilisation de ces ressources pour les populations de Zender. Combien de temps? Nous avons donné toutes les indications qu'il s'agit d'abord de faire des ouvrages qui vont servir à augmenter la production d'eau de Zender, mais de la préserver jusqu'en 2035. Nous avons donné ces indications. Donc, et ce dossier a été ratifié par l'Assemblée, alors qu'il y est. Il était présent à Niamey. Donc, je suis surpris que ce dossier qui a fait déjà l'objet de ratification, il pense que nous l'avons utilisé pour faire des décaissements ailleurs. Dans le même ordre d'idée, j'ai eu à expliquer ce jour-là qu'en dehors de l'eau de Zender, nous avons un autre projet qui vise à faire les lignes électriques de transport de l'énergie Soraz-Malbaza, qui permettrait d'utiliser l'excédent de production d'électricité de Soraz pour alimenter en électricité Maradi, Zender en particulier, et la cimenterie de Malbaza, pour permettre à toutes ces structures, ces communautés, de bénéficier effectivement de ressources électriques à des conditions en tout cas acceptables. Ce dossier est en cours de ratification. Le 3e dossier concessionnel, qui est également en cours de ratification, c'est la fibre optique pour créer la dorsale entre Niamey, Maradi, etc. jusqu'à Agadez. Ce dossier également est en cours de ratification. Il sera soumis au Parlement pour ratification. Alors, je ne comprends pas pourquoi ceci pose un problème. La ligne de financement commercial, c'est la tradition que pour des projets qui sont hautement rentables, de créer les conditions de leur mise en œuvre à partir de ressources importantes, parce que vous savez très bien que le développement nécessite d'abord des infrastructures importantes, et les infrastructures importantes sont des infrastructures qui coûtent cher. Voilà pourquoi nous avons fait appel au guichet commercial pour augmenter notre capacité de mobilisation, parce que les seuls guichets de dons et de guichets concessionnels ne suffisent pas à faire face aux besoins de développement que nous avons. Et voilà pourquoi donc ce prêt de 500 milliards, qui n'est pas encore ratifié par le Parlement, dès qu'il le sera, permettra de financer le projet de Salk Damna, qui est un projet de centrale électrique qui permettra au Niger de disposer de près de 250 MW et par conséquent de passer d'une situation de pays déficitaire à un pays exportateur d'électricité. Nous avons des projets de chemin de fer. Ici, c'est depuis la colonisation que nous sommes en train de chercher enfin à avoir une liaison ferroviaire. Vous avez
l'Abidjan-Niger qui n'est jamais arrivé à Niamey. Vous avez le Cotonou, le Bénin-Niger qui n'est jamais arrivé à Niamey. Nous avons, et tous les gouvernements successifs depuis 1960 sont en train de chercher à mettre en œuvre ce projet, et nous avons aujourd'hui les conditions extrêmement claires que nous sommes en mesure de rendre ces projets réels. Et une partie de ces ressources, de ces 500 milliards, vont être utilisées à cela. Il y a d'autres projets du type de la cimenterie de Kao, etc., etc. Donc ce sont des projets qui vont structurer l'économie nigérienne, la rendre plus compétitive en mettant au Niger un certain nombre. Donc l'impression que le président de l'Assemblée donne, alors qu'il a été lui-même chef de gouvernement et qu'il sait très bien comment tout ceci se passe, c'était l'impression qu'il donne, c'est qu'il s'agit d'un appui budgétaire, donc d'un prêt en liquide que le gouvernement peut utiliser à sa guise, ce qui n'est pas correct, puisque ce sont des projets qui seront financés par cette ligne de crédit. La ligne de crédit est un accord cadre global. Et maintenant, pour chaque projet que nous allons introduire dans le cadre de cette ligne globale, il faudra une convention spéciale. Et cette convention, elle sera, bien entendu, négociée dans les termes globaux qui ont été négociés dans le cadre de l'accord cadre. Et les conditions spécifiques, ils y seront, de sorte que le projet puisse démarrer dans les meilleures conditions. Mais nous n'avons pas voulu que nous repartions projet par projet. Nous venons avec un accord cadre. Et cet accord cadre est soumis globalement au Parlement. Et les conditions, une fois retenues, seront des conditions qui sont applicables pour chaque projet individuel. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas un appui budgétaire. Il le sait très bien que ces ressources-là ne seront décaissées que par rapport à des exécutions spécifiques de projets. Si les projets ne sont pas exécutés, ils ne peuvent pas donner lieu à décaissement de ces ressources. Nous avons seulement une seule possibilité de décaissement d'argent frais, c'est avec les institutions qui sont présentes ici. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, le Fonds monétaire et l'Union européenne. Voilà les institutions qui font de l'appui budgétaire. Et cet appui budgétaire est lié à un encadrement très précis du Fonds monétaire. En dehors de ces institutions, il n'y a pas d'autres institutions qui donnent des ressources qui sont des ressources purement budgétaires avec lesquelles le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Alors je suis étonné également que le président de l'Assemblée qui vote la loi des finances puisse dire que le projet de l'eau de Zender n'est pas dans la loi des finances. Ça a été voté dans la loi des finances 2014. La loi des finances 2014 est publique. C'est sur l'ensemble des sites du ministère des Finances ou de n'importe quel site du gouvernement ou du secrétariat général du gouvernement. Vous pouvez vous-même le consulter et voir que le projet de l'eau de Zender est bien inscrit dans la loi des finances 2014, contrairement à ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est absolument regrettable que de manière systématique, on vienne dire des contre-vérités dans simplement un objectif de nuire à la crédibilité d'un pays. Or, cette crédibilité-là, elle est démontrée aujourd'hui. Je ne veux que prendre un simple exemple. Lorsque nous sommes venus au pouvoir, et il y a des critères de mesure de performance de cette crédibilité. C'est la capacité d'un pays à mobiliser des ressources. Nous étions, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait 40 $ par tête d'habitant globalement mobilisés au titre de l'aide publique au développement par le Niger. 40 $, qui était nettement en deçà de la moyenne acceptable qui était autour de 80 $ par tête d'habitant. En 2012, nous sommes passés de 40 $ à 96 $ par tête d'habitant. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 140 $ par tête d'habitant. Donc nous avons fait 4 à 6 fois plus que ce que ces régimes précédents ont fait. Ça seulement, c'est un indicateur de crédibilité qui est clair. Parce que lorsqu'on parle aussi d'endettement, ne s'endette pas qui peut.
qui veut, il faut s'endetter parce qu'on peut. Aujourd'hui, l'endettement du Niger est un endettement d'abord qui est un endettement de très bonne qualité, qui nous laisse d'abord plus de marge. On a suffisamment de marge. Si on peut regarder, il y a des publications de toutes les performances des pays membres de l'UEMOA. On verra que le Niger n'est pas dans une position absolument difficile par rapport à d'autres pays. Notre endettement reste toujours dans des conditions extrêmement raisonnables, alors même que nous avons pu définir de faire des projets qui peuvent de façon radicale modifier notre structure de l'économie, permettre non seulement le plein emploi, mais faire en sorte que non seulement notre économie peut être compétitive à l'intérieur, mais peut être compétitive à l'extérieur et générer d'autres ressources supplémentaires par rapport à ce que nous faisons. Les prêts qui sont faits ne sont pas, c'est la qualité des prêts que nous sommes en train de faire, plus que la quantité. Et cette quantité-là répond quand même à des exigences précises et se situe aussi dans un cadre macroéconomique assaini. Si nous n'avons pas un cadre macroéconomique assaini, les partenaires ne peuvent pas faire confiance suffisamment pour vous donner les ressources qu'ils nous donnent. Donc, véritablement, on sent que c'est vraiment des propos de pure déstabilisation qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et c'est en ce sens-là que ceci est totalement regrettable. Il faut en définitive retenir que le Niger et son peuple jouissent toujours de l'appui. Dans un autre registre débuté lundi dernier, la session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au titre de l'année en cours se poursuit activement à Niamey. Le point des travaux avec Soumaïla Bagna, il est le deuxième vice-président de l'institution. À ce 7e jour, il faut retenir qu'à partir du jeudi passé, les commissions ont été envoyées en travaux en commission. Il s'agissait pour ces commissions d'identifier les thèmes d'études qui seront menés pendant l'intersession prochaine. Ensuite, élaborer les termes de référence relatifs à ces différents thèmes-là. La plénière a repris ce matin dimanche, pour examiner les travaux des commissions. Il s'agit donc de faire les observations et les amendements utiles que ces commissions prendront en compte. Et à partir de ces amendements et observations vont se poursuivre jusqu'à demain lundi. Après, les commissions seront une fois encore renvoyées en travaux en commission pour essayer de prendre en compte tout ce que la plénière aura fait comme suggestion dans le cadre de leur activité. Bon, déjà ce matin, c'est la commission des affaires économiques et financières qui a eu à nous exposer les termes de référence relatifs aux deux thématiques qu'elle a eu à choisir. Il s'agissait des questions relatives à l'accès des populations nigériennes à l'énergie. Ensuite, il s'est agi de parler des questions de l'exploitation minière et pétrolière et essayer aussi donc d'examiner leur impact sur la vie socio-économique de notre pays. Les autres commissions vont suivre. Il reste encore 3 commissions, donc nous aurons donc d'autres thématiques, en tout cas qui prendront en compte les préoccupations nationales, et le CESOC se fera effectivement le plaisir de les examiner de manière à apporter sa contribution au développement socio-économique de notre pays. Rencontre hier après-midi du gouverneur de la région du Zender avec les représentants des organisations du système des Nations Unies en poste dans la région. Il a été question au cours de cette rencontre des activités menées au cours de l'année 2013 et les perspectives pour l'année en cours. Les détails avec nos reporters Garba Maman Kabirou et Ali Abdou. L'industrie humanitaire que sont les organisations du système des Nations Unies, il est important de le préciser, est représentée dans la région de Zender par une trentaine d'organismes et organisations internationales, plus de 100 organisations nationales pour un personnel dépassant les 600 employés. Ce sont donc les représentants de ces organismes et organisations qui, plus est, restent entièrement à la disposition de la population de Zender pour ainsi l'aider à relever les défis humanitaires qui barricadent la route du développement que le gouverneur de la région de Zender, au cours de cette cérémonie hautement symbolique, a rencontré ce vendredi.
Aussi, et prenant la parole au nom de la communauté humanitaire, Dr Sylvain, responsable d'OCHA Zender, devait en substance dresser de manière exhaustive toutes les actions humanitaires menées dans la région de Zender dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et autres adversités et catastrophes naturelles, avant d'apprécier et à juste titre la qualité de collaboration que les autorités régionales et leurs services techniques leur offrent pour l'accomplissement de leur mission, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour la protection sans faille dont ils sont bénéficiaires. Le représentant des organisations du système des Nations Unies pour ainsi apporter des réponses qui s'imposent dans la lutte implacable menée en faveur du mieux-être des populations a informé Kalla Moutari que des programmes de renforcement de la résilience et de convergence sont en train de se mettre en place afin de minimiser la retombée des populations assistées vers un assistanat chronique à travers un plan de réponse stratégique de 3 ans destiné à venir en aide aux personnes vulnérables. Le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, pour sa part et au nom de la population de la région de Zender et des autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, Youssouf Mohamedou, a vivement remercié ces organisations du système des Nations Unies ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'apporter leur appui et soutien à ces administrés dans le cadre de l'amélioration significative de leurs conditions de vie. Signature hier à Maradi d'une convention de coopération entre l'Université de Maradi et l'Université Ousmane Danfodio de Sokoto au Nigeria. C'était sous la coprésidence des responsables des 2 institutions, compte rendu Moussa Jariri et Imran Idrissa. 3 ans seulement après sa création, l'Université de Maradi a atteint une notoriété internationale. L'accroissement rapide des effectifs des étudiants et des enseignants ainsi que le sens de responsabilité de ses dirigeants pour leur gestion orthodoxe se traduisant par une augmentation significative des productions scientifiques et techniques n'est pas étrangère à cette ascension fulgurante. Déjà l'Université de Maradi est partenaire avec l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso et l'Université Ousmane Danfodio de Sokoto au Nigeria. La présente cérémonie de signature de convention concerne particulièrement la faculté des sciences et techniques représentée par le département de physique de l'Université de Maradi et le centre de recherche en matière d'énergie renouvelable de l'Université Ousmane Danfodio de Sokoto. Pour le vice-recteur de l'Université de Maradi, le professeur Ali Mohamed, la présente convention permettra des échanges scientifiques fructueux entre les équipes pédagogiques de recherche des 2 institutions. Le contenu de la convention, c'est de permettre d'abord des échanges d'enseignants, donc des appuis pédagogiques entre nos 2 universités. Notre université est très jeune, donc certainement on va beaucoup profiter de leur expérience dans le domaine. Donc par rapport à votre question, c'est dans quel domaine? C'est le domaine de la physique. Et d'une façon générale, les énergies renouvelables, énergie solaire, photovoltaïque, énergie éolienne, mais aussi biogaz, d'une façon générale. Ça permettra ainsi à notre faculté, le département de physique, qui a un parcours énergie renouvelable, cette année, on est en 3e année de la licence. Une séance de travail a permis aux membres de la délégation nigériane, conduite par le professeur Tanchefou, d'échanger avec leurs homologues du Niger en vue de trouver les moyens de conjuguer leurs efforts pour mener plusieurs réalisations et innovations technologiques. À Maradi toujours, c'est hier qu'était intervenue la clôture des travaux du Forum transrégional sur l'agriculture familiale, des travaux sanctionnés par une série de recommandations lues ici par une participante. Le Forum de Maradi recommande aux autorités politiques nationales de notre pays une grande, effective et réelle implication des organisations paysannes dans le processus de formulation du programme d'appui à la promotion de l'agriculture familiale et d'adapter l'agriculture familiale au contexte sociologique, économique et culturel de notre pays, le Niger.
Les participants au forum de Maradi sur l'agriculture familiale recommandent aux partenaires techniques et financiers dans leur ensemble de s'inscrire dans l'accompagnement des organisations paysannes, groupements, unions, fédérations, cadres de concertation, plateformes, chambres régionales d'agriculture et réseau national des chambres d'agriculture en vue de leur émergence et de leur professionnalisation. Les participants au forum de Maradi sur l'agriculture familiale recommandent aux organisations paysannes une meilleure et efficace organisation tant interne qu'externe à la base pour une meilleure valorisation de leur production sur les marchés, à travers notamment leurs capacités et leurs aptitudes à négocier directement et gagnant-gagnant avec les autres acteurs en présence, les opérateurs économiques et commerçants entre autres. Considérant la prolifération des produits alimentaires importés, les participants au forum de Maradi sur l'agriculture familiale recommandent au gouvernement de veiller au strict contrôle de qualité de tous les produits alimentaires importés et mis en consommation sur les marchés nationaux. Les participants au forum de Maradi recommandent, dans le cadre de la bonne gouvernance, l'application dans toutes leurs dimensions des dispositions du Code rural et ses textes complémentaires, notamment dans la mise en œuvre effective des dossiers ruraux ainsi que l'élaboration par toutes les régions des schémas d'aménagement foncier prévus par les textes en vigueur. Les participants au forum paysan transrégional sur l'agriculture familiale au Niger, tenu les 6, 7 et 8 février 2014 à Maradi, adressent leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude aux autorités administratives, politiques et coutumières de la région de Maradi pour avoir accepté d'abriter les travaux du forum et pour toutes les commodités et facilités administratives qu'elles ont accordées pour la bonne tenue du forum. Les participants au forum paysan transrégional sur l'agriculture familiale au Niger, tenu les 6, 7 et 8 février 2014 à Maradi, adressent leurs remerciements et l'expression de leur profonde gratitude au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Abdoulabo, et à travers lui, à l'ensemble du gouvernement de la République du Niger pour avoir accepté, facilité et cofinancé avec le FIDA l'organisation et la tenue du forum sur l'agriculture familiale. En acceptant la tenue du forum, le ministère de l'Agriculture réaffirme et concrétise ainsi la volonté politique des plus hautes autorités politiques nationales de notre pays de faire de l'agriculture le socle de l'économie rurale et de l'agriculture familiale la porte d'entrée de la sécurité alimentaire et de l'amélioration nutritionnelle des populations. Aussi, les participants au forum encouragent-ils le gouvernement de la République du Niger à investir davantage pour que d'ici juin 2015, le programme de promotion de l'agriculture familiale voit le jour pour le bonheur de nos veillantes populations. Restons à Maradi qui abrite aussi depuis hier une réunion de mise en place des membres consulaires régionaux de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. C'était en présence des autorités administratives régionales, compte rendu Ramatou Salou et Imaran Idrissa. Cette rencontre qui a réuni plusieurs artisans de la région de Maradi a pour objectif l'élection et la mise en place de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat du Niger, antenne de Maradi. Un métier qui reste incontestablement une composante essentielle du secteur privé et contribue à hauteur de 25% au produit intérieur. L'importance de ce secteur n'est plus à démontrer, car il occupe plus de 700 000 personnes à travers quelques 360 000 micro et petites entreprises artisanales et qui contribuent énormément au développement des autres secteurs. C'est pourquoi les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président Issoufou, fait de l'artisanat une priorité dans son programme de renaissance. Qui nous a permis de nous retrouver ensemble pour procéder aujourd'hui à l'élection et à la mise en place de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat du Niger, antenne de Maradi. Au titre de la loi numéro 2006, 23 du 29 juin 2006, portant des juges de coopératives artisanales est considéré comme artisan, c'est important, celui qui exerce
pour son propre compte un travail manuel pour lequel il justifie d'une qualification professionnelle. A noter que la circonscription consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat de la région de Maradi, qui sera issue de cette rencontre, aura comme mission principale de contribuer à une meilleure organisation, à la modernisation et à la compétitivité du secteur de l'artisanat. À Zender s'est ouverte également la première assemblée générale consulaire régionale de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. Cette assemblée a vu la participation des autorités administratives et coutumières. Reportage Jamila Amadou et Faji Boukar. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre du processus de la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. À l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région de Zender a indiqué que cette activité s'inscrit en droite ligne du processus d'organisation du secteur de l'artisanat au Niger. Kalla Moutari devait ajouter que cette assemblée générale est une étape très importante du processus car elle permettra aux 176 délégués représentatifs de la Chambre de l'ensemble des artisans de Zender, désignés sur la base de la nomenclature des métiers de l'artisanat, d'élire 16 de leurs collègues qui constitueront l'Assemblée générale consulaire et auront la responsabilité de représenter la région de Zender au sein de la future Chambre des métiers de l'artisanat, dont les assises se tiendront très prochainement à Niamey. Le président de la Fédération régionale des artisans de Zender a quant à lui souligné l'importance de cette rencontre avant d'attirer l'attention des artisans délégués constituant le fichier électoral de Zender de faire preuve de clairvoyance et d'objectivité pour élire des représentants valables et aptes à contribuer à la promotion de l'artisanat de Zender, en particulier celui du Niger en général. Au niveau de la mise en place, n'est-ce pas, des organes consulaires, au niveau de la mise en place des dispositions institutionnelles, n'est-ce pas, avec la mise en place des organes consulaires régionaux et nationaux. Il faut le rappeler, ici à Zender, nous allons mettre en place, n'est-ce pas, un groupe de 16 personnes, donc 16 artisans qui seront élus ici par leur père. Après avoir élu dans une première démarche ces 16 personnes-là, en leur sein, n'est-ce pas, ils mettront en place un bureau permanent composé de 4 personnes, dont le président, le vice-président ou la vice-présidente, le trésorier ou la trésorière et la trésorière adjointe ou les trésoriers adjoints. À l'issue des opérations de vote, les 16 délégués ont été présentés à l'assistance, parmi lesquels on peut noter 4 membres permanents du bureau et 2 autres délégués de l'Assemblée générale consulaire. Il faut enfin souligner que la mise en place de la Chambre de métier de l'artisanat du Niger permettra la restructuration et la modernisation du secteur de l'artisanat et lui apportera un souffle nouveau pour sa redynamisation. Célébration hier à Agadez à l'initiative du Centre privé de santé publique CPSP de la journée de l'étudiant. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du dit établissement en présence du secrétaire général de la région, compte rendu Mohamed Madou et Nassiruna Kakale. Une ambiance festive régnait samedi matin au siège social du groupe scolaire privé à Komeli d'Agadez. Les 3 établissements qui le composent, à savoir le Centre privé de santé publique CPSP, le Centre de formation et d'apprentissage de l'AIR CFDA et le complexe d'enseignement général TINA, englobant lycée et collège, se sont retrouvés le 8 février 2014 pour commémorer à l'unisson la 4e édition de la journée de l'étudiant. Une manifestation dont l'éclat a été rehaussé de la présence du secrétaire général de la région, M. Adamou Halidou, du maire de la commune d'Agadez, Rissa Filtou, et du représentant de l'honorable sultan de l'Aïr. Ils étaient aussi nombreux, les responsables académiques, les partenaires de l'éducation, les parents d'élèves et les étudiants des écoles de formation professionnelle voisines à répondre présents à l'invitation. Au menu, une série de communications ponctuées de chants d'animation, de sketchs de sensibilisation et des poèmes dédiés au groupe scolaire Akomeli et à son promoteur. Se succédant devant le micro, les porte-paroles des étudiants ont présenté au public la fiche signalétique de leur établissement respectif. Leur dénominateur commun, c'est d'avoir été fondé par un digne fils du terroir, en la personne de l'Haji Akomeli Mohamed. Son dynamisme exemplaire, souligné avec force par les différents intervenants, inspire confiance et admiration. La qualité de l'enseignement dispensé et le taux de réussite assez satisfaisant aux examens de fin d'année académique en sont la parfaite illustration.
Joignant sa voix à celle des élèves du groupe scolaire Akomeli, le maire de la commune urbaine d'Agadez, M. Rissa Filtou, a rendu un hommage appuyé au père fondateur du tout premier centre privé de formation professionnelle de la région. Il salue l'engagement sans faille de l'Hadj Akomeli Mohamed en faveur de l'épanouissement de l'école nigérienne. Sentiment de fierté légitime partagé par le secrétaire général de la région d'Agadez. M. Adamou Halidou apprécie à sa juste valeur l'initiative de former sur place les jeunes à divers métiers de qualification professionnelle. J'ose vous affirmer qu'en voyant cette belle jeunesse d'Agadez, ça nous reconforte. Ça nous reconforte et ça nous encourage parce que nous savons qu'à nos côtés, nous avons des acteurs qui vont nous permettre la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Je voudrais dire un mot, c'est d'être discipliné. Le président du conseil régional de la jeunesse et le représentant de l'ONG partenaire Het Tamat apportent également leur soutien et encouragement au fondateur du groupe scolaire privé Akomeli. Ce dernier devait à son tour procéder à la remise des témoignages de satisfaction. Il les a décernés aux élèves et encadreurs les plus méritants et à certains partenaires, comme c'est le cas de nos confrères de l'antenne régionale du groupe TV Dounia. Éclairage de M. Akomeli Mohamed sur le sens à donner à cette journée de l'étudiant organisée chaque année au sein de ces établissements. Cette journée a vraiment un but essentiel pour nous et surtout pour cette jeunesse qui est derrière moi. Non seulement c'est pour créer la solidarité en milieu scolaire, il y a aussi lieu de récompenser les meilleurs élèves, en tout cas qui ont bien travaillé au niveau de l'établissement. Les enseignants aussi qui ont fait preuve de l'assiduité et des bons services. Donc vraiment c'est lié de leur remettre des témoignages de satisfaction et remercier les autorités aussi qui nous accompagnent et les partenaires de l'école pour vraiment tout ce que vous voyez là. Les trois établissements du groupe scolaire privé Akomeli, faut-il le noter, compte un effectif total de 823 élèves à toutes sections confondues. Le CPSP, spécialisé dans le domaine de la santé, présentera cette année sa première promotion du niveau supérieur dans les filières infirmiers diplômés d'État IDE et sages-femmes. Bon vent aux promoteurs du groupe scolaire Akomeli. Dans ses multiples efforts en faveur de l'école nigérienne, RTL Niger vient de mettre à la disposition des 5 collèges de la région de Difa une importante quantité de fournitures et manuels scolaires. Les précisions avec nos reporters Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Cette importante quantité de manuels et fournitures scolaires d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA que la compagnie de téléphonie mobile RTL Niger vient de mettre gracieusement à la disposition des établissements secondaires de la région de Difa est destinée essentiellement au collège de Foulatari, Chéri, Kilakam, Bouti, Engelbeli. La cérémonie de réception de ce don intervenue ce matin à Mainesoroa s'est déroulée sous la présidence du secrétaire régional de la région de Difa, M. Hassan Ardouido. C'était en présence du président de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, le député national Lamido Moumouni Harouna, initiateur de la présente requête, des autorités administratives, communales et coutumières, des cadres régionaux et départementaux, ainsi que des responsables centraux et régionaux de la compagnie RTL Niger, avec à leur tête Mme Hélène Aïka, directrice des ressources humaines, représentant le directeur régional empêché. Ainsi donc dans la série des allocutions prononcées à cette occasion, outre celle de bienvenue du maire de la commune urbaine de Mainesoroa, M. Koukou Magasso, et celle du représentant du conseil régional de Difa, qui tous ont à saluer de vive voix ce geste venu à point nommé, l'on retiendra d'abord celle de Mme Hélène Aïka, qui a de prime abord rappelé à l'assistance l'objectif recherché à travers la présente donation. À RTL, nous croyons fermement qu'il n'y a pas de développement possible que lorsque la formation des hommes et des femmes de demain est de qualité et se dispense dans des conditions favorables. Nous savons que, inexorablement, l'Afrique de demain sera plus ouverte au monde et sera plus compétitive. C'est pourquoi il faut que sa jeunesse soit préparée à jouer son rôle dans notre pays et à l'extérieur. Pour cela, la jeunesse doit être préparée dès aujourd'hui. C'est pourquoi RTL a misé sur l'éducation des enfants, l'un des piliers du développement de notre pays, en contribuant au développement d'infrastructures scolaires et sur la qualité de l'enseignement à travers un vaste programme
de construction, de rénovation et d'équipement d'écoles dans tout le pays. Tandis que nous investissons dans le développement de l'éducation primaire, nous sommes également très attentifs à la promotion d'un enseignement secondaire réussi. Madame Hélène Aïka devait par la suite fonder l'espoir que ce don d'Airtel Niger contribuera à changer à mieux les réalités des élèves et qu'ils en feront un usage utile avant de réaffirmer également l'engagement et la disponibilité d'Airtel à accompagner les efforts du gouvernement ainsi que les initiatives porteuses des populations nigériennes visant à promouvoir l'éducation des enfants, pilier du développement et de l'épanouissement de toute la nation. Quant à l'initiateur de la présente requête, le député national Lamido Moumouni Harouna, il a saisi cette opportunité pour remercier une fois de plus la compagnie Airtel Niger pour la promptitude avec laquelle elle a su agir pour venir en aide à ces 5 collèges de la région de Difa qui méritent une attention encore plus soutenue en matière d'appui et d'assistance afin de permettre à ces élèves d'accéder à un enseignement de qualité tel que prôné par les autorités de la 7e République. Signalons que pour sa part, en réceptionnant ce don, le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardouido, a au nom de la région et du sien propre exprimé toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à Airtel Niger pour ce don venu à point nommé. Nous voyons qu'Airtel est en train de devenir le principal partenaire du secteur de l'éducation dans la région de Difa. Donc, je ne ferai que vous remercier et vous encourager. Quant aux responsables administratifs de ces collèges bénéficiaires, ils ont, par la voix de leurs représentants, exprimé tous leurs remerciements à Airtel Niger avant de rassurer les uns et les autres que ce don constitué de livres et manuels scolaires, de fournitures et de matériel didactique qui sera utilisé à bon escient ira droit aux légitimes bénéficiaires. Ouverture à Zender du premier congrès du syndicat national des agents de l'enseignement secondaire SINASES. C'était sous la présence du gouverneur de la région Kalamoutari, compte rendu Sandena Tahi et Ali Abdou. Mener des réflexions profondes et sans tabou sur les rôles et responsabilités de l'enseignant, des organismes de développement, des gouvernants et autres spécialistes des questions éducatives, c'est à cet exercice que les militants du syndicat national des agents de l'enseignement secondaire SINAS vont se livrer au cours des travaux de ce premier congrès ordinaire de cette formation syndicale qui dureront 2 jours. Ces travaux qui se sont ouverts sous le thème « L'enseignant victime ou acteur de la baisse du niveau scolaire, quelles perspectives ?» sont d'une importance capitale et vont sans nul doute influer les orientations pour une meilleure visibilité du sous-secteur enseignement secondaire, a indiqué le gouverneur Kalla Moutari à l'ouverture des travaux. Ici, au nom de la ministre de l'enseignement secondaire, vous invitez à une franche collaboration. Nous voulons instaurer avec vous un partenariat responsable. Et ceci d'autant plus que les autorités de la 7e République font de l'école la préoccupation majeure. Le président de la République, vous vous en souvenez, a dit qu'il doit tout à l'école. La plupart de ceux qui animent la 7e République, la plupart d'entre nous, nous devons tout à l'école obligatoire et gratuite. Notons qu'auparavant, le secrétaire général du bureau exécutif régional du SINAS, Naabba Abdelwahab, après avoir situé le contexte de la tenue de ce congrès, a rappelé les efforts de ses camarades de Zender dans la défense des intérêts matériels et moraux pour le bien de l'école nigérienne. C'est du reste le fruit de l'information et la formation des militants, selon le représentant du Ben Snen, Habou Ousmane. Ces travaux prouvent, si besoin est, le souci constant des militants du SINAS à défendre la profession enseignante au-delà des intérêts matériels et moraux des militants, a indiqué le représentant du CGSL Niger, Karijo Mazou. Tous les 3 intervenants ont enfin exprimé leur attente quant à la qualité des résultats des travaux des hommes et femmes qui seront élus pour présider aux destinées du BEN de cette formation syndicale. Réunis en assemblée générale extraordinaire à Bruxelles, les militants de la section Modern FA Lumana de Belgique décident d'apporter leur soutien au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, la teneur de cette déclaration.
Considérant les attentes légitimes des Nigériens en matière de développement et de cohésion sociale dans une région confrontée à des conflits multiples, convaincu que la réalisation des aspirations du peuple nigérien passe nécessairement par la préservation de son unité et de la pleine mobilisation de toute la nation à l'œuvre de construction nationale. Considérant la décision historique du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, en date du 13 août 2013, de mettre en place le gouvernement de large ouverture qui est une initiative